Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic heurte un iceberg. 2h40 plus tard, à 2h20 du matin, il est déjà totalement coulé. Voilà, c'était l'histoire du Titanic. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'adore l'humour. Cette nuit-là, vous le savez, de nombreuses personnes meurent dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Plus de 1500 personnes, mais pas Masabumi Hosono. Hosono, ça n'est pas que le seul survivant japonais du Titanic, c'est le seul japonais du Titanic. Point barre. Dans cette série de vidéos, je vous parle de personnes qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment et qui le payent très cher. Et pour le coup, Hosono, qu'est-ce qu'il fout là? On est sur un bateau qui fait Angleterre-États-Unis en 1912. Pourquoi il y a un japonais ici? Je vais vous le dire, bien sûr, attendez un petit peu, mais avouez qu'à cet instant précis de l'histoire, c'est peut-être le japonais qui a le moins de chance. Le truc, c'est qu'en plus, il a connu l'enfer 2 fois. Pendant le naufrage, on l'imagine avec les cris, les coups de feu, la peur, l'eau glacée, et puis le silence de la mort. Mais c'était pas fini. Non, parce qu'après ça, il y a eu le retour au pays, le retour au Japon. Et Hosono, il n'a pas été accueilli comme un survivant qu'on est content de revoir. Genre, ce bon vieux Hosono, comment il va? Raconte un petit peu le Titanic, tout ça, c'était comment? Il est sympa, DiCaprio, en vrai? Non. Ça s'est pas passé comme ça. Il a été accueilli conformément aux valeurs du Japon de l'époque, à savoir comme un putain de lâche de ses morts. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Parce que se balader sur internet, particulièrement en passant par un wifi public, sans activer son VPN, c'est un peu comme embarquer sur un bateau qui n'aurait pas assez de canaux de sauvetage. C'est dangereux. Quand on est dehors, on est vulnérable. N'importe qui peut assez facilement récupérer toutes les données de votre téléphone, voir vos infos personnelles, votre historique de navigation, tout. Mais en activant CyberGhost VPN, vous vous protégez plus efficacement contre d'éventuels vols de données parce qu'il va chiffrer vos données et masquer votre adresse IP pour décourager les pirates. C'est tout con, ça prend juste un clic, mais il faut y penser. Mais CyberGhost, c'est avant tout un outil qui vous permet de vous géolocaliser dans presque n'importe quel pays du monde. En gros, on fait croire aux sites ou aux applis qu'on est dans un autre pays et ça vous permet de contourner les censures, les sites bloqués dans votre pays et même d'accéder au catalogue de streaming de un peu partout dans le monde. En gros, vous débloquez aussi bien le Netflix japonais que le Disney+ américain et tout le reste, la Formule 1 en Belgique, tout ça, sans aucun effort. Et pour à peine plus de 2 € par mois. Si vous utilisez le lien qui est en description, bien évidemment, ça vous donne 83% de réduction sur l'abonnement de 2 ans. Et en plus, il vous offre 4 mois d'abonnement supplémentaire. Est-ce que c'est pas magnifique? J'ajoute aussi, puisqu'apparemment ça ne suffit pas, que vous pouvez connecter à votre abonnement jusqu'à 7 appareils. Vous pouvez mettre votre iPhone, l'ordi de votre copine, la télé de votre mère, le grille-pain de votre voisin, j'en sais rien. En tout cas, testez-moi ça. Il y a une période d'essai de 45 jours qui vous permet de vous faire votre propre avis. Le Titanic. Regardez-moi ce magnifique navire luxueux, grandiose, une révolution pour l'époque. 269 mètres de long, 52 000 tonnes, haut comme un immeuble de 16 étages, près de 900 cabines, des restaurants, des bars, un café, une boulangerie, une salle de sport, un terrain de squash, un hammam, une piscine intérieure. Bref, tout le luxe d'un grand hôtel dans un bateau. Messieurs, dames, je vous présente le plus grand paquebot du monde, l'Olympique. Eh oui, vous pensiez que j'allais parler du Titanic, je sais, mais non. Le Titanic, la vérité, c'est qu'il n'a pas vraiment révolutionné l'industrie. Déjà, c'était le deuxième d'une série de 3 paquebots identiques, et l'Olympique était déjà en service depuis 1 an quand le Titanic a été lancé. Et puis même avant ça, des paquebots du même style existaient déjà depuis des années, avec pas loin d'avoir la même taille et juste un petit peu moins de dorure en moins. Mais c'est pas le sujet. Juste pour être clair, ça c'est le Mauretania, en 1906. Question taille, vitesse, confort, on était déjà pas mal. 6 ans avant le Titanic. Et avant ça, il y en a eu encore bien d'autres. Ce qui se passe, c'est que, oui, au moment où il sort, le Titanic, il est un poil mieux que les autres. Et surtout, pas longtemps après, il y a la guerre 14-18. Donc, on n'a pas eu beaucoup de chance de faire mieux à cette époque. Mais le Titanic, il n'est pas arrivé au milieu de nulle part, genre, boum, regardez, on sait faire de grands bateaux et dedans, il y aura des petits fours. Ça existait depuis longtemps. Et au contraire, chaque année, il y en avait un qui était mieux que les autres. Mais c'est pas le sujet. Même si on notera quand même que l'Olympique, il a fait 250 traversées de l'Atlantique et le Titanic, 0. Il y en a un, il coule au bout de 4 jours. L'autre, il tient 24 ans, il fait la guerre. C'est un des navires qui transporte le plus de troupes lors de la Première Guerre mondiale, l'Olympique. C'est le seul navire civil à avoir coulé un sous-marin. Oui, monsieur, quand l'Olympique voit un sous-marin allemand, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fonce dessus et il lui éclate la gueule. Et qui est-ce qui a son film qui fait premier au box-office, 11 Oscars et le plus beau set de Lego jamais sorti? Le Titanic. Je trouve ça terriblement injuste. Tu te donnes à fond
toute ta carrière, tu fais la guerre, tu slalomes entre les torpilles comme une championne pendant 4 ans comme ça, et c'est ta cassos de petite sœur qui a rien foutu, qui a fait perdre des millions à ta boîte que tout le monde connaît et célèbre 100 ans après. Mais c'est pas le sujet. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est que personne ne parle du SS Normandie. Ça, c'est un chef-d'œuvre français, 313 mètres de long. Pardon, je sais, c'est pas le sujet. Alors qu'est-ce qu'il foutait là, Hosono, sur le paquebot le plus surcoté de l'histoire ? Nous sommes en 1870 à Niigata, une ville portuaire qui se trouve au nord-ouest de Tokyo. Et si on remonte jusqu'à 1870, c'est parce que c'est l'année de naissance de Masabumi Hosono. Et il naît à un moment assez mouvementé parce que ça fait 2 ans, depuis 1868, que le Japon est en pleine révolution. L'ère Edo est finie et c'est le début de l'ère Meiji. Si je résume ça vite fait, ça veut dire qu'on passe du tout au tout. L'ère Edo, c'est la période où le Japon vit complètement refermé sur lui-même. C'est la période du Japon féodal avec les samouraïs qui fonctionne bien. Ça fait 2 siècles à peu près qu'on est comme ça, on est en paix, les gens sont heureux, le pays est prospère, tout ça. Mais ça fait aussi quelques années, depuis les années 50, que les Japonais voient débarquer chez eux des bateaux étrangers. D'abord des Américains, puis des Anglais, des Russes, des Hollandais, des Français, et tout ce beau monde force les Japonais à ouvrir leurs portes aux navires étrangers et à s'ouvrir au commerce international. Et les Japonais, ils n'ont pas vraiment le choix, parce que la première chose qu'ils remarquent, c'est l'écart de technologie entre eux et le reste du monde. Les Japonais, ils ont des petits bateaux avec des voiles, les autres, ils arrivent avec des bateaux à vapeur et des canons. Les Japonais, ils se battent avec des sabres et des arcs. En face, ils sont en train d'inventer les mitrailleuses. Donc les Japonais, ils sont un petit peu colères, mais globalement, ils la jouent stratégique. En 1868, le Japon est divisé en clans, environ 260. Et ces clans, ils obéissent pas à l'empereur, mais au shogun, le chef militaire. Et ça fait plus de 200 ans que c'est comme ça. Mais de plus en plus de chefs de clans, même tous en fait, s'inquiètent de l'arrivée des étrangers. Parce qu'ils voient tous les pays d'Asie autour d'eux se faire coloniser un par un, et ils n'ont pas envie d'être les prochains sur la liste. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se moderniser pour pas se laisser marcher dessus, mais ils sont pas d'accord sur un point important. Le shogun, lui, il veut garder le système féodal et les samouraïs. Donc il veut une modernisation un peu plus lente et sans changement radical. Mais il y a plein de chefs de clan, ils sont pas d'accord. Ils pensent qu'il faut tout transformer, se moderniser de façon totale et rapide et centraliser tous les pouvoirs. Ça, c'est efficace. Donc, guerre. Guerre entre la tradition et la modernité. Le shogun perd et les clans dissidents qui s'allient au nom de l'empereur gagnent. Et grâce à eux, le pays se modernise à une vitesse de fou furieux. En 30 ans, le Japon devient une puissance industrielle avec des usines, des chemins de fer, une éducation moderne, une constitution et surtout une armée. Non seulement capable de défendre le pays, mais aussi de casser la gueule à ses voisins. Le climax de cette ère, c'est la guerre russo-japonaise entre 1904 et 1905, et les Japonais ont plié les Russes en deux. En Occident, c'est le choc. Un petit pays asiatique a humilié une grosse puissance. C'est encore jamais arrivé. Donc désormais, le Japon fait partie des grands. En 1912, quand Masabumi Hosono embarque sur le Titanic, le Japon est dans le top 5 des grandes puissances mondiales. Ils ont gagné des guerres contre la Chine, contre la Russie, et ça fait 2 ans qu'ils ont complètement annexé la Corée. Alors comment ils ont fait ça, les Japonais? Comment ils ont fait pour se transformer aussi vite? Eh bien c'est simple, ils observent. Ils envoient plein de Japonais intelligents dans plein de villes du monde en mission d'observation. Et ils observent. Et ils envoient tous leurs rapports au Japon pour copier tout ce qu'ils ont observé. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Hosono, c'est la continuité de ça. Hosono, de ses études à sa carrière, tout est directement lié à la modernisation du Japon. Il étudie à l'école supérieure de commerce de Tokyo, il apprend le russe à l'école de langue de Tokyo, il commence à travailler chez Mitsubishi, après il est affecté au ministère des Transports. En 1907, il décroche un poste important au sein de l'Office impérial des chemins de fer où il est rattaché à la section de recherche du département de comptabilité. Ça a l'air chiant, bien chiant, mais les années 1900-1910, c'est le moment où le Japon est encore en train de développer ses infrastructures, notamment le train. Et comme d'habitude, ils vont s'inspirer à l'étranger. Et c'est pour ça qu'en 1910, Hosono est expédié ici, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Sa mission est principalement en Russie, mais il est aussi déployé en France, en Allemagne et en Angleterre. Voilà, ça nous rapproche déjà pas mal de Southampton, le port de départ du Titanic. De sa vie sur place, disons-le, il n'y a pas masse d'informations, voire rien du tout. On sait juste qu'en 1911, son déploiement en Russie prend fin et qu'il doit rentrer au Japon. Et c'est là que ça se complique un peu. Parce que instinctivement, on pourrait se dire,
il est là, il rentre là, il va passer par là. Logique, mais à l'époque, c'est pas si facile. Le transsibérien, il est vraiment achevé qu'en 1916 et avant ça, c'est un peu sportif de traverser toute la Russie. Au pire, c'est dangereux et au minimum, c'est pas très confortable. On imagine que Hosono, il est déjà passé par ce chemin-là pour aller à Saint-Pétersbourg et que s'il peut rentrer au pays par une route plus confortable, il va pas cracher dessus. Donc quand il entend parler du Titanic, beaucoup plus confortable et surtout beaucoup plus excitant, c'est tout nouveau. L'occasion de faire le voyage d'inauguration à bord du paquebot le plus grand et le plus luxueux du monde ne le laisse pas indifférent. Et on le comprend, entre se peler le cul dans un train russe pas fini et profiter du bar sur le Titanic avec les petites anglaises, le choix est vite fait, avec bien sûr le niveau d'information de l'époque. Donc c'est décidé, Hosono prend son billet pour le Titanic dans sa tête. Il va vivre une expérience qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Et il avait raison. À l'époque, le Titanic, il est partout. Dans les journaux, dans toutes les conversations, c'est l'équivalent d'une superstar. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer, mais on est à peine 100 ans après les premiers bateaux à vapeur. C'est fulgurant, on est dans une société qui passe son temps à innover et le voyage devient de plus en plus accessible. On passe de l'ère de l'exploration à l'ère du voyage rendu possible à tous. On peut aller facilement sur un autre continent de façon confortable, sans danger. C'est génial. Et les navires sont impressionnants. Le Titanic, c'est 2,5 fois un terrain de foot. C'est une ville qui flotte. C'est ce que l'humain sait faire de plus fou en termes de transport. Et on n'a pas vécu ça souvent dans l'histoire de l'humanité, surtout à une échelle aussi démesurée. Donc pendant des mois, la White Star Line, la compagnie du Titanic, a bombardé la presse d'infos sur le navire. On parle du luxe des cabines, de la démesure des salons et surtout, l'argument phare, il est insubmersible. C'est même écrit sur certains billets des passagers. Donc on comprend Hosono, il y a vraiment pire pour rentrer chez soi. Comment et quand il se procure son billet, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va prendre un billet pour la seconde classe. À l'époque, son billet coûte 13 livres sterling, c'est le moins cher pour la seconde classe et ça représente environ 1700 € aujourd'hui. Et si vous vous posez la question, un billet en troisième classe, c'était environ 800 € et en première classe, c'était plutôt entre 10 000 et 100 000 €. C'était un petit billet pour la première classe. D'ailleurs, la seconde classe, parlons-en un peu, parce que là, on a une vraie révolution. Encore une fois, pas vraiment une révolution avec le Titanic, plutôt avec l'Olympique, qui, je le rappelle, a coulé un sous-marin allemand. Mais c'est pas la question. Jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, les paquebots fonctionnaient de manière assez simple. En haut, tu avais une élite ultra privilégiée et en bas, tu avais le reste du monde. La plèbe, entassée dans des conditions assez dures. Et puis, avec l'industrialisation, il y a une nouvelle catégorie de gens qui apparaît, la classe moyenne, éduquée, avec de l'argent. Alors, pas assez pour rejoindre les grandes fortunes, mais quand même qui va pas accepter de voyager avec les migrants dans la cale du bateau. Donc, il faut inventer un entre-deux, la seconde classe. D'abord, c'est plutôt austère pendant des années, mais sur les navires de la White Star Line, cette seconde classe, ça devient presque l'équivalent de la première classe sur les autres bateaux. Les chambres sont belles, les restaurants sont chics, on a accès à une bibliothèque, le pont est sympa. Bref, Hosono, il est plutôt pas mal. Le 10 avril 1912, à 12h15, le Titanic quitte le port de Southampton. C'est un événement. Tout le monde est là pour le voir partir. On regarde, on fait coucou. Le paquebot s'éloigne doucement, direction l'Atlantique, avec 2 escales quand même, Cherbourg, Cocorico, et Queenstown, en Irlande, avant d'entamer la grande traversée vers New York. À bord, on trouve certains des hommes les plus influents et les plus riches du monde. Mais, petite anecdote, ça c'est juste pour vous, le président de la compagnie qui opère le Titanic et qui devait faire la traversée, tombe malade juste un peu avant. Donc il n'est pas à bord du Titanic au moment du naufrage. Son nom, c'est J.P. Morgan. Le propriétaire du Titanic a aussi fondé la plus grande banque du monde. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Hosono, de son côté, vit sa meilleure vie. Le bateau est grand, stable, silencieux. À bord, rien ne bouge. Les journées sont rythmées par le mode de vie occidental. Pour lui, rien de totalement nouveau. Il a déjà voyagé et fréquenté ce genre de milieu. Donc, il n'a pas vraiment de mal à évoluer dans cette société d'ingénieurs, d'hommes d'affaires, de bourgeois. Pour le moment, je vous le dis, il est mieux là que dans un vieux train à traverser la Sibérie. Il est top, ce bateau-là. Et pour les passagers, tout se passe bien, première classe, deuxième classe, troisième classe, ça mange, ça boit, ça danse, ça baisse dans une Renault type CB coupé. Mais pour les membres de l'équipage, c'est une toute autre affaire parce qu'en réalité, le Titanic, il enchaîne les galères. Déjà au départ, le 10 avril, en quittant le port de Southampton, le Titanic a failli se prendre un autre paquebot, le SS New York. Pourquoi ? Parce que les marins avaient mal anticipé la puissance des hélices qui ont créé une aspiration tellement forte
qu'ils ont arraché les amarres du SS New York pour le faire dériver vers le Titanic, qui au final va l'éviter de justesse avec une manœuvre d'urgence. Et c'est pas tout. À bord, personne ne le sait, mais quand le Titanic quitte le port, il est en feu. Laissez-moi reformuler. Le bateau est en feu avant de partir. Mais on le laisse partir quand même, avec 2200 passagers à bord. Et le feu va durer 3 jours. Alors, c'est pas un feu genre le bateau brûle, tout ça. C'est un feu de charbon. Ça veut dire que les réserves de charbon brûlent dans leur stockage avant d'être enfournées. C'est un peu comme d'avoir un barbecue géant dans la cale du bateau, si vous voulez. Pendant 3 jours. Alors, l'équipage, il est formé à ça. Techniquement, c'est pas si alarmant, mais ça reste quand même un peu dangereux. Et théoriquement, ça peut aussi fragiliser le bateau. D'ailleurs, on n'en parle jamais, mais il y a environ 300 personnes qui travaillent dans la salle des machines et ils vont à peu près tous mourir. Tout ça pour dire que le Titanic, ça commence pas fort, ça continue pas fort et ça finit pas fort. Le 14 avril, le Titanic navigue déjà depuis 4 jours. Le paquebot a déjà fait plus de la moitié du trajet et les passagers sont désormais plus proches des côtes canadiennes que de l'Europe. Je dis Canada et pas Amérique pour bien comprendre qu'il commence à faire bien froid. À part les marins, le pont est désert et l'eau en dessous d'eux, elle est à moins 2 degrés. Ceci dit, dans cette journée du 14 avril, il n'y a pas grand chose à dire. Rien à signaler. Sauf pour Jack Phillips et Harold Bride, les opérateurs du télégraphe sans fil développé par la société Marconi. Les deux hommes ne travaillent pas pour la White Star Line, mais directement pour Marconi. Ça veut dire que ce ne sont pas des marins. C'est important de le comprendre parce que leur rôle, c'est de transmettre des messages. Point barre. Ils assurent la communication du navire, à la fois pour la navigation, mais aussi pour les passagers. Et il y a beaucoup de messages pour les passagers. Et tout arrive en morse depuis la station de Cape Town à Terre-Neuve. Et les opérateurs, ils en ont ras la gueule. Si bien que quand arrive, le soir du 14 avril, un message du SS Californian, qui est tout proche, 40 km, qui dit « Attention, il y a des icebergs dans la zone, c'est trop dangereux, nous, on s'arrête pour la nuit !» Jack Phillips, qui est à la radio, qu'est-ce qu'il va répondre? Je vous le traduis directement en français. « Ferme ta gueule, je suis occupé, je reçois les messages de Cape Town. » Ferme ta gueule. C'est con, parce que si c'était un marin qui avait reçu le message, il aurait sûrement compris que c'était plus important de transmettre l'alerte au capitaine plutôt que le message de John qui dit à sa maman « Chère mère, je suis bien arrivé, le temps est bon, à très bientôt à New York ». Parce que c'était ça qu'il faisait comme message pendant ce temps-là. L'ordre des priorités, l'évaluation du danger, tout ça. 40 minutes plus tard, le Titanic se prend un iceberg géant en pleine tête. Il est maintenant 23h39. Le Titanic est à plein régime, 22,5 nœuds, environ 41 km/h. C'est rapide pour un paquebot, surtout la nuit. Surtout la nuit quand il n'y a pas de lune. Surtout dans des eaux avec des icebergs. Surtout sur une mer plate qui rend encore plus difficile de voir les icebergs et surtout quand les vigies n'ont même pas une putain de paire de jumelles. Ils ont trop confiance les gars, tous. Ça fonce, ça doute de rien, rien les inquiète. Et à ce moment-là, le commandant du bateau, qu'est-ce qu'il fait? Je vous le mets en mille, il dort. À 23h40, c'est le début des problèmes. La vigie sonne 3 coups de cloche, qui en langage maritime veut dire « c'est la merde ». Le matelot qui est tout en haut du mât, il vient de voir juste devant lui une masse noire de 15 mètres de haut, un iceberg droit devant. Pour le coup, William Murdoch, le premier officier qui est de quart à ce moment-là, réagit très vite. Il a à peine 30 secondes pour lancer 3 ordres, barre à fond à droite pour aller à fond à gauche, cherchez pas, c'est comme ça que ça marche, machine arrière toute pour freiner et fermeture des portes étanches pour étanchéifier. Apparemment, c'est un petit peu technique, mais sur un gros navire comme ça, plus tu freines et moins tu tournes bien. Il y a un débat là-dessus et je vais clairement pas le trancher, mais il y a un monde dans lequel ne pas freiner, c'était tourner plus et éviter totalement l'iceberg. Ça aurait été chiant pour faire un film après, mais globalement, il y a 1500 personnes qui seraient encore vivantes. Dans tous les cas, il comprend vite que sa manœuvre n'a pas été vraiment optimale quand il entend le bruit de la coque qui se déforme en frottant sur l'iceberg, là, sous le coup de l'impact. Mais la secousse, au final, elle est plutôt légère. Et le Titanic, peut-être qu'il n'a pas tapé aussi fort. Et comme il est solide, il y a espoir que ça se passe bien. D'ailleurs, pour Hosono, même constat. Il est sur le pont E, dans les étages plus bas du navire, et rien.
Visiblement, la secousse a été super légère parce qu'il est en train d'écrire au moment de l'impact et rien ne mentionne qu'il se soit inquiété ou même qu'il soit sorti de sa cabine. Et malheureusement, c'est pas le seul. En fait, en fonction de là où tu te trouvais sur le bateau, soit tu ressentais un gros choc et tu entendais un énorme crissement métallique, soit tu t'apercevais quasiment de rien parce qu'il est grand le bateau. Alors il y a bien eu quelques curieux qui sortent voir sur le pont qu'est-ce qui se passe, mais ils sont vraiment une toute petite minorité. Les autres, ils restent au lit, tranquilles, parce qu'on le rappelle, il est bientôt minuit. Et pendant que le commandement tout en haut espère être passé à côté du drame, 7 étages plus bas, c'est l'apocalypse. Il y a de l'eau partout. Et à ce moment-là, pour les mecs qui bossent dans les chaudières, le danger immédiat, c'est même pas de couler, c'est d'exploser. Parce que des tonnes de charbon brûlant qui rentrent en contact brutal avec des tonnes d'eau qui rentrent, ça fait de la pression. C'est le principe même des bateaux à vapeur d'ailleurs, sauf que normalement, c'est contrôlé. Donc ça panique un peu, qu'est-ce qu'il faut faire? On évacue l'eau, on ferme les trucs, machin. C'est pas mon travail, je sais pas comment ils font. Mais gros problème, c'est comment remonter l'information. Parce que sur les paquebots à l'époque, et ça c'est pas cool du tout, il n'y a pas de liaison directe entre la salle des machines et le commandement. Enfin disons que ça marche que dans un sens. Si le commandant dit machine arrière toute, évidemment il y a un mécanicien en bas qui va tout de suite commencer à réduire la vapeur, à verser les machines, tout ça. Mais dans l'autre sens, ça marche pas. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut envoyer un coup de fil à la passerelle pour dire « Les gars, en bas, c'est un peu la merde. On a de l'eau jusqu'aux oreilles. » Alors déjà, le feu de charbon pendant 3 jours, c'était pas top. Mais là, l'eau à moins 2 degrés, ça commence à me faire regretter sérieusement d'avoir signé chez vous. Déjà que je suis payé 2 fois moins qu'un boulanger. Je vais pas en plus. Bref, tout ça pour dire que le commandement met extrêmement longtemps à se rendre compte que le Titanic prend l'eau. Plusieurs minutes, ce qui est énorme quand il y a une catastrophe comme ça. Ils doivent littéralement envoyer quelqu'un pour vérifier. C'est-à-dire qu'il y a un gars, il descend les 7 étages par les marches, tac tac tac, il voit qu'il y a de l'eau, il remonte par les marches, tac tac tac, et il dit il y a de l'eau. Et là, effectivement, les gens commencent à s'inquiéter. Non, je déconne, ils s'inquiètent toujours pas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, le Titanic, il est insubmersible. La White Star Line l'a tellement rabâché que même dans l'équipage, on y croit dur comme fer. Donc oui, la situation c'est ça, mais est-ce qu'il faut paniquer? Évidemment non. Petite piqûre de rappel, ce qui est censé sauver le Titanic en cas d'impact, c'est le fait qu'il soit séparé en 16 sections étanches de la coque. On peut tout cloisonner, tout isoler. Sauf que c'est pas cloisonné jusqu'en haut. Ça veut dire que quand l'eau remplit un compartiment, elle déborde dans le compartiment d'à côté, puis elle déborde dans le compartiment d'à côté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez le problème? Parce que moi je suis pas ingénieur et déjà je le vois le problème. Mais de toute façon, même sans ça, je vous rassure, le Titanic, il pouvait pas rester à flot parce que à partir du moment où plus de 4 compartiments étaient inondés, il coulait. Et l'iceberg en avait éventré 5. Dès l'impact, le Titanic était condamné. À minuit 15, 35 minutes après l'impact, on toque à la porte d'Osono. Mettez vos gilets de sauvetage et montez sur le pont pour un rassemblement, qu'on lui dit. On lui file un gilet de sauvetage, mais rien de grave. Tu vois, il y a l'orchestre qui est encore en train de jouer. La situation a l'air sous contrôle. On va dire que c'est une mesure de précaution. Les passagers, pour beaucoup, ne prennent même pas l'alerte au sérieux. Et l'équipage fait en sorte d'ailleurs de dédramatiser un maximum ce qui est en train de se passer. On est sur le Titanic, le luxe, tout ça, donc faut pas inquiéter les gens. Imaginez, quand on dit aux passagers que par précaution, il faudrait peut-être monter dans un canot de sauvetage et attendre en pleine mer froide polaire, alors qu'il pourrait rester au chaud sur le bateau qui est, je le rappelle, le plus sûr du monde, flemme, personne n'y va dans le canot de sauvetage. Et c'est pour ça que les premiers canots descendent à moitié vide. Le canot 7, par exemple, il embarque 28 personnes pour une capacité de 65. C'est très con, surtout quand on sait qu'il y a 2200 passagers et seulement 1178 places dans les canots à la base. Faut pas les gâcher, quoi. Il est maintenant 1h15 du bateau et le bateau commence à s'incliner. Et enfin, les gens paniquent. Ils commencent à prendre conscience que ça sent pas bon là. La situation, elle est insubmersible, on n'est pas si sûr. Et pour Osono, c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que c'est un homme, seul, passager de seconde classe. Il est pas du tout prioritaire dans les canots. Il est même pas blanc en plus, le mec. Les femmes et les enfants d'abord. Peut-être que ça vous dit quelque chose. À ce moment-là, c'est pas des mots en l'air, c'est une réalité. Donc Osono, à ce moment-là, il se décompose intérieurement. Il voit des gens embarqués dans les canots, mais il peut que regarder. C'est presque impossible en vrai de se mettre à sa place parce que imaginez, t'es sur un bateau qui coule dans de l'eau glacée, au milieu de nulle part. T'as des gens qui paniquent, qui sont séparés, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes qui attendent. Tu sais pas s'il y a assez de place dans tous les canots. Tu en vois qui partent à la mer, d'autres pas. T'as des gens, ils continuent de jouer de la musique derrière comme si de rien n'était. Tu comprends rien en fait. Tu comprends rien. À 1h40,
la situation devient vraiment critique. Il reste presque plus de canaux et ça devient presque le chaos. Il y a des hommes qui s'écartent pour laisser passer les dernières femmes et enfants. Il y en a d'autres, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils essayent peut-être de tenter leur chance. Les membres de l'équipage sont obligés de tirer en l'air pour faire régner l'ordre parce que les gens paniquent. Et Hosono, il regarde des gens monter dans les canaux. Il les voit partir. Et à chaque fois qu'il y a un canot qui part, c'est des chances de survie qui diminuent petit à petit. Et il sait pas quoi faire. Il regarde autour de lui et il pense que c'est la fin, qu'il va mourir. Et il l'écrira plus tard. Il se fait une raison. Il va mourir sur le Titanic. Et qu'il le veuille ou non, ses valeurs japonaises, de toute façon, vont le pousser à obéir aux ordres et à se sacrifier. Mais alors qu'il pense que tout est fini, retournement de situation. Il voit le canot 13 descendre le long de la coque petit à petit, 1 mètre, 2 mètres, et là, la poulie se bloque. Et tout se passe en quelques secondes. Il entend un membre de l'équipage dire à un autre mec sur le pont, il reste des places à bord. Donc la personne saute dans l'embarcation et Hosono, qui est juste à côté, sans réfléchir, il saute lui aussi. Il dira plus tard qu'à ce moment-là, la seule chose à laquelle il a eu le temps de penser, c'était revoir sa femme et ses enfants et que c'était pour lui plus fort qu'une question d'honneur. Et en vrai, il a eu de la chance parce qu'en sautant sans qu'on lui dise de sauter, il aurait pu se faire tirer dessus pour non-respect des consignes. À ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est le chaos. Il n'y a plus d'électricité sur le bateau, donc il fait noir sur le pont. Hosono, il ne sait pas exactement en vrai ce qui l'a sauvé. Est-ce que c'est la nuit qui l'a un peu rendu invisible? Est-ce que c'était que les marins étaient trop occupés à gérer les mouvements de foule, la poulie qui était enrayée? Ou alors sa petite taille et son long manteau qui ont peut-être fait penser que c'était une femme qui sautait dans le bateau? Il ne sait pas. À 2h20, devant les yeux des survivants, le Titanic s'incline et disparaît dans les profondeurs de l'océan. En tout, plus de 1500 personnes perdent la vie cette nuit-là. Et comme beaucoup de rescapés, ce qui va marquer Hosono, c'est pas juste le cri des gens qui sont dans l'eau, c'est surtout le silence après les appels au secours. Dans une eau glaciale, les chances de survie n'excèdent pas les 15 minutes. Puis vient l'attente, dans le froid, qui va durer longtemps. Parce que c'est le Carpathia qui les récupère, un autre paquebot qui fait des allers-retours lui aussi entre l'Europe et l'Amérique. Et ce sont les premiers à entendre l'appel à l'aide. Il est minuit 25 à ce moment-là, mais ils sont tellement loin, à plus de 100 km, que ça va leur prendre presque 4 heures pour arriver. Et en passant, big up à Jack Phillips, vous vous rappelez l'opérateur radio qui avait répondu « ta gueule » au navire Californian, qui l'avertissait qu'il y avait des icebergs dans la région. Il est resté à son poste jusqu'à la fin, jusqu'à la coupure d'électricité, pour envoyer des SOS, et il coulera avec le bateau. Il avait 25 ans. Le Californian d'ailleurs, ils foutent quoi eux? Parce qu'ils sont censés être juste à côté, à même pas 20 bornes, à attendre que la nuit passe. Bah ouais, ils sont là, ils sont juste à côté. Ils voient les fusées de détresse. Techniquement, ils peuvent arriver sur place en même pas 1 heure et sauver tout le monde avant que le bateau coule. Mais ils font rien. Ils font rien parce que les vigies ne comprennent pas la signification des signaux de détresse. Ils pensent que c'est quoi, des feux d'artifice, tout ça, on sait pas. Et l'opérateur radio est en train de dormir. Voilà. Donc le point positif du Titanic, il faut le signaler parce que c'est quand même important, c'est qu'il a fait changer toutes les règles maritimes pour les rendre beaucoup plus sécuritaires. Tout ce qui nous semble logique pour nous aujourd'hui avec les infos qu'on a, ne l'était pas du tout à l'époque. Exemple, avoir autant de place dans les canaux de sauvetage que sur le bateau. Logique. Avoir des fusées de détresse standardisées, que tout le monde comprend. Logique. Avoir une radio qui fonctionne 24 heures sur 24, comme ça on peut recevoir les messages de détresse. Logique, mais aussi avoir des cloisons étanches plus hautes, des exercices d'évacuation obligatoires, des plans d'évacuation clairs, une formation des équipages, la création de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui existe toujours, la création de la patrouille internationale des glaces pour surveiller les icebergs, qui existe toujours. Tout ça vient du Titanic. Le nombre de vies que ça a sauvé après ça est tout bonnement incalculable. Donc finalement, je l'avoue, il mérite bien son Lego de 9090 pièces, le Titanic. Il n'a pas servi à rien du tout, au contraire. À bord du Carpathia, tout juste sauvé, Hosono écrit à sa femme. Il écrit sur du papier à lettres avec le logo de la White Star Line, le papier du Titanic. Et il écrit ces mots. Quand j'ai compris que le navire allait couler, j'ai ressenti une peur indescriptible. Les passagers étaient dans une grande confusion. On disait que seules les femmes et les enfants pouvaient monter dans les canots. J'étais prêt à accepter mon destin. Alors que je me résignais, j'ai vu une opportunité de monter dans un canot où il restait une place. J'ai hésité un instant. Si je restais, je mourrais. Si je montais, je survivais. Mais je savais que je serais peut-être jugé. J'ai pensé à ma femme et à mes enfants. J'ai décidé que je devais vivre. Mais aujourd'hui, je me demande si j'ai fait le bon choix. Mais j'ai agi pour pouvoir revoir ma famille. S'il est dans cet état d'esprit, Hosono, c'est à cause du sens de l'honneur japonais, mais pas seulement.
Pendant le trajet vers New York, sur le Carpathia, il vit une expérience un peu traumatisante pour lui. Hosono, c'est un étranger. Pire, c'est un Asiatique. Et à cette époque, aux États-Unis, les Chinois sont détestés. Ils sont très mal vus parce qu'ils volent le travail des Américains. Depuis 1882, aux États-Unis, il y a carrément une loi fédérale qui s'appelle le Chinese Exclusion Act qui interdit aux Chinois de poser le pied sur le sol américain. Et globalement, à l'époque, pour un Américain, un Japonais, c'est un Chinois. C'est pareil, c'est la même chose. Et je me pose la question, est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui ? Alors pour certaines personnes, qu'un Asiatique soit encore là, bien vivant, alors qu'il y a des passagers européens, sous-entendus supérieurs, qui sont restés au fond de l'eau, ça passe pas. Sur le bateau, on le bouscule, on le regarde mal, on lui fait comprendre qu'il n'est pas vraiment à sa place. Quand il s'installe sur un banc dans un fumoir pour dormir, il se fait insulter par des marins parce qu'il prend la place d'occidentaux. C'était pas le même racisme à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas de « je suis pas raciste, mais… » Non, c'était « toi le bridé là, casse-toi, c'est ma place ». C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Donc la fin de la traversée sur le Carpathia, elle est pas ouf pour Hosono. Et quand il accoste finalement à New York, le 18 avril, il pense que son calvaire est fini, que le pire est derrière lui. Mais non, toujours pas. Parce que maintenant, il faut affronter la presse américaine. Et si au début, il est présenté comme « The Lucky Japanese Boy », bientôt, des rumeurs infondées circulent à son sujet. Il aurait pris la place d'une autre personne dans le canot, il est monté déguisé en femme. Bref, que des histoires pas très cool pour Hosono, qui regrette maintenant fortement de ne pas avoir emprunté le transsibérien. Mais ça, c'est encore rien comparé à ce qu'il attend de retour au Japon. Le 13 mai 1912, Masabumi Hosono arrive enfin au Japon après une traversée du Pacifique sur le paquebot japonais Sadomaru pendant plus de 2 semaines. Petit aparté, mais ça doit pas être très simple de réembarquer sur un paquebot après ce qui vient de se passer. Mais bon, il arrive en entier à Yokohama, près de Tokyo, et sur le quai, les journalistes l'attendent déjà. Ils veulent accueillir le miraculé du Titanic. Dans la presse, Hosono raconte les détails du naufrage, le déroulé, rien de bien surprenant. Et au départ, son discours est plutôt bien perçu, même si certains commencent déjà à se demander comment il est arrivé dans ce fameux canot numéro 13, est-ce qu'il était vraiment légitime, est-ce qu'il n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre, parce que, je le rappelle, sur le Titanic, la devise c'était « les femmes et les enfants d'abord ». Hosono, c'est pas une femme, c'est pas un enfant, et 80% des hommes ont péri durant le naufrage. Parmi les passagers de seconde classe, seulement 14 hommes ont survécu, dont Hosono, donc c'est un peu louche, est-ce qu'il serait pas un peu lâche, par hasard ? Et le coup de grâce arrive en juin 1912 avec la sortie du livre The Loss of the SS Titanic, écrit par un passager de seconde classe lui aussi, Lawrence Beasley. Dans son livre, plutôt factuel, plutôt bien accueilli, pas très romancé, il décrit un Asiatique désagréable qui aurait bousculé du monde pour monter dans un canot. Il parle aussi d'une rumeur comme quoi un Asiatique se serait déguisé en femme pour monter dans un canot. Et puis, un autre passager, de première classe cette fois, Archibald Gracier, suggère carrément qu'Hosono s'était glissé dans le canot de sauvetage de manière illicite. Quand cette information arrive au Japon, c'est la honte suprême. Il n'est pas question d'instinct de survie, de peur, de tout ça. Non. Hosono, aux yeux de tous, c'est un lâche, sans honneur. Pire, c'est une honte pour la nation. Le Japon est déshonoré face au reste du monde. Hosono a sali l'image de son pays. Au final, le lynchage médiatique subi par Masabumi Hosono à son retour au Japon a eu des conséquences dévastatrices sur sa vie professionnelle et sociale. En 1914, il perd son poste de directeur au ministère des Transports en raison de la pression publique et de la honte qu'il aurait infligée à l'institution. Il ne retrouvera jamais par la suite un poste à responsabilité comme ça. Plus dur, Hosono sera jusqu'à sa mort en 1939 victime de ce que les Japonais appellent le Mura Hachibu, une forme d'exclusion sociale totale où l'individu est traité comme un paria par sa communauté. Il recevait régulièrement des lettres d'insultes et des appels anonymes qui l'invitaient à se suicider. Même des intellectuels lui demandent publiquement de se suicider pour laver l'affront. Son nom, écoutez bien ça, est cité dans les manuels d'éthique et de morale à l'école comme l'exemple du type de comportement déshonorant et lâche en opposition avec l'esprit du Bushido. Il a quasiment sa photo dans le dictionnaire à côté du mot lâcheté. C'est fou ce qu'il subit. Finalement, Hosono va vivre une vie reclus sur lui-même, interdisant même à sa propre famille de prononcer le mot Titanic. Il va jamais chercher à se justifier, il va jamais chercher à se défendre, il va simplement se taire jusqu'à sa mort. Nous sommes en 1997, gros bond en avant, et le film Titanic de James Cameron fait sensation. Et c'est à ce moment-là
que le petit-fils de Hosono décide de rétablir la vérité. Rappelez-vous de la note dans laquelle Hosono a décrit le naufrage du Titanic et son embarquement dans le canot 13. La note qu'il avait écrite juste après avoir été sauvé, la note qu'il avait écrite sur le papier à lettres même du Titanic. Eh bien cette note, il ne l'a montrée à personne. C'est seulement 3 ans après sa mort, en 1942, qu'elle sera retrouvée dans le tiroir de son bureau. Et sa famille va la conserver précieusement pendant plus de 50 ans. Et cette lettre, elle va tout changer. Parce que dans ce document, Hosono, il explique qu'il était prêt à mourir avec honneur jusqu'à ce qu'un officier crie « Place pour 2 ». Il écrit qu'un homme a sauté avant lui et qu'il a simplement suivi cet exemple. Il explique qu'il n'a pas volé la place d'une femme ou d'un enfant parce qu'il n'y en avait plus à proximité du canot. Il explique même qu'il se sent coupable au moment de sauter, mais qu'il pense d'abord à sa famille. Maintenant, j'ai une question. Et si les témoins, Laurence Bisley et Archibald Gracier, s'étaient trompés? Parce que Laurence Bisley et Hosono, ils ont embarqué dans le même canot de sauvetage, le numéro 13. Et Bisley, il confirme déjà que lui, il a pu monter dans le canot parce que les hommes y ont été autorisés à embarquer. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de femmes et plus d'enfants. Ça confirme ce que disait Hosono. Et lui aussi, il décrit qu'il y a 2 hommes qui sont invités à sauter dans le canot au dernier moment parce qu'il reste de la place dans le canot. Et c'est exactement ce que dit Hosono dans son témoignage. Et cet homme qui saute en dernier, c'est logique, mais c'est pas l'Asiatique qui bouscule les autres pour prendre une place dans le canot. C'est 2 personnes différentes. Donc peut-être que la personne que Bisley a vu bousculer les autres pour embarquer, c'est pas Hosono, mais c'est Li Bing, ou Fang Long, ou Chang Chip, ou Ha Lam, ou Chung Fo, ou Lung Hee, l'un des 6 Chinois de 3e classe qui ont survécu. Parce que déjà à l'époque, ils font pas la différence entre les Chinois et les Japonais, alors imaginez de nuit dans une situation de catastrophe comme ça. Quant à Archibald Gracier, il n'a jamais croisé Hosono. Son témoignage se base sur un on-dit, et l'Asiatique clandestin, comme il l'appelle, il embarque selon lui sur le canot 10. À l'opposé du canot 13 où se trouve Hosono, de l'autre côté carrément du bateau. Donc il parle pas de la même personne. Encore une fois, peut-être Li Bing, Fang Long, Chang Chip. Et là, si on était dans un film, c'est à ce moment que vous devriez commencer à pleurer. Parce que cette lettre qu'Hosono écrit en avril 1912, alors qu'il vient d'échapper au pire, va lui rendre justice, mais seulement 58 ans après sa mort. Il avait la preuve de sa bonne foi dans son tiroir, à portée de main, toute sa vie, et il l'a jamais montré à personne, même pas à sa propre famille, sûrement parce qu'il se sentait vraiment coupable. À un certain point, il devait même penser qu'il méritait ce qui lui arrivait parce qu'il aurait dû mourir sur le Titanic. C'était la seule voie possible et sauter dans le canot 13 a été pour lui la pire erreur de sa vie. La publication de son témoignage en 1997 provoque un choc culturel au Japon. Les historiens et les médias qui l'avaient autrefois enfoncé, condamné, font volte-face. La famille de Hosono reçoit même des excuses publiques. Et cerise sur le gâteau, le témoignage de Hosono devient même une des pièces maîtresses des archives du Titanic. Cette lettre, aujourd'hui, elle vaut une somme astronomique. Il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, un gilet de sauvetage du Titanic s'est vendu pour 900 000 €. Et là, on a le seul document connu écrit sur du papier à lettres à en-tête du Titanic, écrit par un rescapé racontant les faits immédiatement après la catastrophe. Imaginez ce qu'elle vaut, cette lettre. Mais la famille, et c'est ça qui est beau, refuse de la vendre. Pour elle, c'est un héritage familial qui vaut encore bien plus que tout cet argent. C'est la lettre qui va laver l'honneur après tant d'années de leur grand-père, Masabumi Hosono. Masabumi Hosono a payé très cher son trajet sur le Titanic. Il l'a payé toute sa vie. Mais tout comme le naufrage du Titanic a permis au final de grandement améliorer la sécurité maritime et de sauver de nombreuses vies par la suite, le témoignage de Hosono résonnera à jamais dans la société japonaise comme le rappel que, face à la mort, choisir de vivre n'est pas le plus mauvais des choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Si vous cherchez un bon VPN, je vous rappelle, pensez à eux, il y a le lien dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, on va tous mourir.